Eh bien bonjour à tous, j'ai le plaisir d'animer ce chat vidéo dans le cadre de la Semaine pour l'Emploi, un événement organisé par Career Builder et France Télévisions. Je rappelle le principe, il est simple, vous pouvez poser vos questions directement sur Twitter, hashtag Semaine Emploi, ou directement sur le site de l'événement, semaine-emploi.com. Voilà, pour répondre à toutes vos questions, j'accueille deux intervenants. Donc Jean-Noël Chintreuil, bonjour. Bonjour. Et Marie-Pierre Fleury. Eh bien écoutez, je vais vous laisser tout de suite vous présenter, à commencer par vous madame. D'accord. Donc Marie-Pierre Fleury, j'ai créé donc un site internet, une plateforme qui s'appelle ibcarrière.com et qui fait de l'accompagnement en ligne et à distance sur toutes les problématiques d'emploi et de gestion de carrière. D'accord. Bonjour, je suis Jean-Noël Chintreuil, je suis directeur associé d'un cabinet de conseil spécialisé dans l'innovation pour les ressources humaines. D'accord. Alors écoutez, on va prendre tout de suite les questions des internautes. L'idée c'est de leur donner des conseils pratiques pour les aider à utiliser les réseaux sociaux dans leur recherche d'emploi. On va commencer par ou peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demanderais bien quand même de repréciser les choses. Quels sont aujourd'hui les réseaux sociaux sur lesquels il faut être ? Voilà, on parle réseaux sociaux professionnels, grand public, voilà, où faut-il être ? Et je parle bien sûr de recherche d'emploi. Je te laisse Commencer. Alors je dirais qu'effectivement il existe plusieurs réseaux professionnels, sociaux professionnels, qu'il faut replacer les réseaux sociaux dans la démarche réseau pour une recherche d'emploi. C'est-à-dire que rechercher des contacts qui peuvent être source d'information, c'est une démarche qui existait auparavant et que les réseaux sociaux ont vraiment apporté un effet amplificateur. C'est-à-dire qu'on on peut rencontrer des gens, on peut rentrer en contact avec des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés autrement en dehors de ces plateformes. Alors ça, on y reviendra sur les réseaux sociaux. Voilà, Je vais rebondir en disant que c'est une histoire on a un projet professionnel et il existe une multitude de canaux. Que ce soit aussi bien des canaux maintenant Facebook, tout le monde connaît, LinkedIn, Twitter ou d'autres réseaux sociaux. Tout dépend de son projet professionnel et avec quels canaux, qui on veut atteindre. D'accord. Alors on va prendre les questions des internautes. La première de Sabine. Que recherchent les recruteurs quand ils utilisent les réseaux sociaux ? Alors, je pense que la plupart des recruteurs recherchent avant tout à avoir une idée de la personne dans son ensemble. C'est quelle identité numérique en quelque sorte, c'est dis-moi comment tu es sur le net pour voir qui tu es dans la vraie vie en quelque sorte. Ça veut dire que ça va au-delà des compétences ? Je pense qu'il y a un vrai distinguo entre les compétences et le savoir-être ou le savoir se présenter en tout ce qui est la globalité de la personne. Et qu'en allant chercher sur les réseaux sociaux pour voir comment elle interagit avec d'autres, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle défend comme cause, le recruteur va essayer de se faire une idée plus globale de la personne pour être sûr qu'il peut y avoir une bonne concordance et cohérence avec la culture d'entreprise. D'accord. Alors je compléterai tout en étant un petit peu en décalage parce qu'un recruteur a un objectif, c'est de trouver le bon candidat. Et donc il va effectivement prendre en compte les éléments mentionnés par Jean-Noël sur le savoir-être, ses qualités relationnelles, mais il va aussi bien évidemment étudier les compétences, le parcours, pour, on va dire, valider à un premier niveau qu'effectivement, peut-être que cette personne est le candidat qu'il recherche. Mais ils ont le temps de faire ça, les recruteurs ? On dit toujours qu'ils ont 2 minutes à accorder à chaque CV en caricaturant. Alors, si on était logique, normalement, par rapport aux réseaux sociaux, c'est pour rentrer en contact, en relation avec quelqu'un. Et donc, théoriquement, on ne devrait pas être en recherche directe d'un candidat. C'est-à-dire, comme le dit Jean-Noël, il faudrait d'abord apprendre à connaître les gens, ce qui consomme forcément beaucoup de temps et qui peut mettre à mal le modèle économique, voire le coût du recrutement. Et donc les entreprises et les recruteurs doivent aujourd'hui effectivement repenser entièrement leur processus de recrutement et ne pas appliquer aux réseaux sociaux les pratiques qui étaient courantes sur des job boards ou via d'autres canaux d'avant. Et pour être très concret, où les recruteurs vont sur ces réseaux sociaux ? Je pense à Viadeo ou LinkedIn. Voilà, vers quoi ils se dirigent ? Parce qu'il y a énormément d'informations sur ces sites. Parfois, on s'y perd un peu. Du coup, voilà, quels sont leurs réflexes aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je pense que la plupart des recruteurs utilisent ces réseaux sociaux professionnels, aussi bien Viadeo que LinkedIn, pour en quelque sorte avoir un pool de talents ou de compétences. Ils regardent les gens qui viennent interagir avec eux en disant ah bah, telle personne a telle compétence et je peux le positionner sur tel type de poste. Donc, en fait, c'est plus, ils ont sur un profil particulier, ils vont avoir une notion de recherche. Voilà, de recherche par mots-clés. Hein. Exactement. On peut faire des recherches. Par compétences, par mots-clés, assez ciblés. D'accord. Pour trouver la perle rare, en quelque sorte. Et il y a le deuxième usage est plus dans la réception des gens qui viennent les solliciter pour, je dirais, en disant un jour peut-être une sorte de sourcing en quelque sorte. D'accord. Alors une question de Pierre, est-ce que tous les candidats ont intérêt à utiliser les réseaux sociaux dans leur recherche d'emploi? Ça c'est une très bonne question, parce que finalement c'est vrai que déjà on parle de réseaux sociaux, on les met tous dans le même sac souvent. Or il y a des nuances selon qu'on parle de Facebook ou de sites professionnels. Mais pareil pour les chercheurs d'emploi, les candidats. Voilà, est-ce que c'est pertinent dans tous les secteurs de rechercher un job via un réseau social, ou est-ce qu'il y a certains secteurs où c'est plus pertinent? Alors je dirais que forcément les réseaux sociaux captent certains profils historiquement autour du marketing, de la communication, de l'informatique. Il y a quand même une tendance à l'élargissement. Un réseau social comme Viadeo va réunir des profils extrêmement variés. LinkedIn, qui était à l'origine une plateforme en anglais, a du coup effectivement un public un peu plus resserré. Mais je dirais que finalement tout le monde, à un moment donné dans sa recherche d'emploi, sauf des profils qui sont extrêmement courtisés. Donc toutes les personnes ont besoin d'avoir des relais d'information, notamment via ces contacts. Et ils peuvent les trouver de façon amplifiée via les réseaux sociaux. Et il suffit pour ça juste de faire un tout petit test sur Viadeo, sur LinkedIn. On parle toujours en disant oui mais les plombiers ou les coiffeurs ils n'ont pas besoin de ce genre de choses. Oui. Et donc il suffit de taper sur LinkedIn ou sur Viadeo plombier ou coiffeur. On s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont coloristes, qui coupent certains coupes, etc. Et on trouve des coiffeurs qui échangent leurs compétences, qui font des groupes, qui échangent entre eux et du coup qui créent des mouvements. Des mouvements sur la plateforme. D'accord, donc vous dites en fait il y a des populations historiquement qui sont plus représentées. Toutefois, il y a des profils de non-cadres. Voilà, il ne faut pas associer trop vite réseaux sociaux et cadres et puis se dire non, je n'utilise pas. Oui, puis je pense que ça va aller vers un élargissement, c'est-à-dire que les premiers adopteurs étaient peut-être des personnes effectivement cadres, qualifiées, etc. Mais on le sent bien, moi je le constate, il y a un élargissement à d'autres profils. D'accord. Je vais donner un exemple sur un point américain, on va dire les États-Unis encore une fois. Pour la première fois, ils ont recruté des gens qui étaient chauffeurs pour les ordures ménagères. On ne pense pas forcément c'est pas le boulot qu'on risque de trouver sur les réseaux sociaux et pourtant la ville d'Atlanta a lancé une campagne pour trouver des gens qui viennent travailler pour la ville, donc en tant que ramasseurs de poubelles et tout ça. C'est bon à savoir, je crois qu'il y a Starbucks Coffee aussi qui recrute via Facebook. Ouais, beaucoup. Ouais. Ils ont essayé d'autres choses aussi. Alors on va prendre une autre question. Laure, quels sont les secteurs d'activité qui utilisent aujourd'hui les réseaux sociaux pour recruter? Alors là, en termes de secteur, est-ce qu'un secteur comme l'informatique où les gens sont plus aguerris à la technique est particulièrement représenté? Alors la plateforme, le bond vers les réseaux sociaux, alors quand on est déjà dans l'informatique, est assez aisé. Toute la partie marketing, communication, ce qu'on disait tout à l'heure, marketing, communication, informatique, sont les cibles privilégiées de autant bien entreprises que candidats sur ces plateformes. Mais après, ce qu'on vient juste de dire, c'est qu'on tend vers un élargissement. Il commence à y avoir des financiers, des gens plutôt dans l'artisanat, sur du service, et ainsi de suite. Il y a vraiment un élargissement de la demande et de l'offre. D'accord. Oui, et il y a beaucoup de personnes spécialistes des ressources humaines sur les réseaux sociaux, ce qui est intéressant pour les personnes en recherche d'emploi puisqu'elles peuvent aussi bien contacter un recruteur qu'un responsable RH ou un responsable formation. Alors justement, je trouve que c'est une question qu'on se pose. Les recruteurs sont présents, les RH sont présents, les opérationnels sont présents. Moi, je suis candidate. À qui je m'adresse de préférence? Je veux rentrer chez Total, qui était par exemple la société présente lors du dernier chat.
Est-ce que je m'adresse au RH, au responsable de recrutement, à l'opérationnel On se pose ces questions. Je pense que peut-être pour y répondre, il faut peut-être mentionner qu'on ne recherche pas un emploi sur un réseau social. On va construire finalement un réseau relationnel qu'on va pouvoir mobiliser à un instant T pour une recherche d'emploi. Et c'est dans ce cadre-là qu'on aura construit des relations, des interactions, des conversations avec des personnes qui sont en responsabilité de recrutement dans différents postes et qu'on pourra les solliciter au moment de la recherche d'emploi. Donc là, la question, ce que vous dites, c'est plutôt d'essayer de passer par mes relations pour toucher le responsable de recrutement ou RH, finalement, l'idée étant de passer par ces relations. Alors, il y a des DRH sur Twitter, il y a des DRH sur LinkedIn qui communiquent et qui finalement engagent la conversation avec des personnes individuellement. Et donc, on peut tout à fait les contacter. Mais il faut savoir formuler sa demande et ne pas l'orienter de façon très brutale. Je pense à un tweet d'une personne l'autre jour qui a dit « Je cherche un emploi dans tel domaine, aidez-moi ». Donc typiquement, ça n'est pas du tout la pratique des réseaux sociaux. Puisque l'objectif finalement, c'est de créer un cercle de contact qu'on peut mobiliser à l'instant où on a besoin de rechercher un emploi. Vous êtes d'accord qui savoir, vers qui se tourner sur les réseaux sociaux? C'est toujours un point un peu délicat, mais je suis d'accord avec Marie-Pierre. Il faut prendre dans l'ensemble, je dirais qu'il faut échanger avec des collaborateurs de l'entreprise pour affiner sa connaissance de l'entreprise et ensuite répondre aussi aux offres proposées par le recruteur en expliquant pourquoi notre profil, le profil du candidat est en adéquation avec la culture d'entreprise et avec l'offre, si on possède les compétences, ainsi de suite. D'accord, c'est vraiment... Voilà, il faut pas se dire voilà, c'est facile de rentrer en contact, je ne cible plus mon discours. Voilà, il faut réfléchir à l'offre et la demande. C'est finalement l'offre et la demande qui doivent se rencontrer. C'est ça un recrutement. Les ratios, je dirais, même avec les CV papier. Quand un recruteur reçoit une pile comme ça de CV papier et qu'il y a peu de temps, c'est la même chose. Si la personne commence à recevoir 10 ou 15 demandes par jour, donnez-moi un emploi, demandez-moi un emploi, il va se passer la même chose qu'avec les CV papier, il va regarder très peu de choses. Donc si par contre, et après c'est là où intervient le pouvoir de la recommandation, si quelqu'un lui dit tiens, j'ai échangé avec telle personne qui m'a demandé des informations sur mon poste, je te le conseille, je te le recommande, du coup il y a une porte ouverte un peu plus grande qu'une sollicitation directe et un peu brute. D'accord. Peut-être pour donner un conseil pratique pour des personnes qui démarrent sur les réseaux sociaux, c'est de déjà donc constituer un réseau avec leurs amis, les éléments, peut-être des personnes de leur famille, mais d'un point de vue professionnel. Et ces personnes-là vont aussi leur ouvrir des contacts avec d'autres personnes et petit à petit ce réseau va se constituer. Et ensuite, comme le disait Jean-Noël, par rapport à l'objectif d'emploi, son projet professionnel, eh bien, on va qualifier pour des personnes que l'on connaît moins, soit par le secteur d'activité, soit par la fonction recruteur, mais aussi peut-être quelqu'un qui a la même fonction que soi. Et on va comme ça développer une stratégie de contact qu'on pourra donc avec lesquelles il faut développer une relation. Donc il faut échanger avec ces personnes-là. Et je crois que la clé des réseaux sociaux, c'est effectivement cette logique de donner de l'information, donner un avis, questionner aussi les gens, etc. Une question qu'on se pose souvent, sur quels critères on doit accepter ou non quelqu'un dans ses relations? Est-ce qu'on doit se dire, non, voilà, je recherche un job de commercial, du coup, je ne prends que les gens qui... Quelle est la logique, en fait? Alors, il y a plusieurs stratégies. Si je suis directeur financier et que je cherche un poste de directeur financier, je ne vais pas m'adresser à un directeur financier puisque finalement, c'est son poste que je vise. Donc, c'est véritablement par rapport finalement à l'emploi qu'il faut, à l'emploi recherché, qu'il faut développer la stratégie de recherche qui peut être effectivement des gens de l'entreprise, comme le disait Jean-Noël. Par exemple, je veux rentrer dans telle entreprise, je repère qu'il y a une assistante de cette entreprise sur le réseau. Eh bien, je vais peut-être démarrer finalement la mise en relation avec l'entreprise via cette personne-là, qui elle-même va peut-être m'ouvrir la porte d'autres personnes qui se rapprochent
un petit peu plus de mon domaine d'expertise. On va prendre une autre question, on reviendra sur ces thèmes. Une question de Philippe, que faire pour se faire remarquer par les recruteurs sur LinkedIn ou Viadeo? Ça c'est une bonne question parce qu'on est quand même noyé dans la masse, peut-être pas moins que sur un site d'emploi finalement, mais... Donc après, pour se faire remarquer, ça va être je dirais des conseils assez simples. Bien compléter son profil, une photo qui permet rien d'extravagant, assez sobre, des mots-clés dans le CV ou dans la petite partie mise en avant, un profil bien construit qui montre l'intérêt et l'enchaînement des positions, la participation active à des groupes de discussion et d'échange, soit sur Viadeo qui s'appelle des hubs ou sur LinkedIn avec les groupes. Et ensuite, aller échanger, on en revient sur le point juste précédent, aller discuter et échanger avec des gens de l'entreprise pour discuter du projet professionnel. D'accord. Alors on a des questions aussi sur le profil. Sandra, comment rédiger un profil efficace sur les réseaux sociaux professionnels? Alors, un profil efficace, c'est ce que disait Jean-Noël, c'est déjà une très bonne photo pour pouvoir personnaliser et humaniser son profil. Ensuite, de mon point de vue, c'est une sorte de mini-biographie qui explique finalement qui on est, quelles sont les compétences, quelques réalisations clés. Je suis plus réticente sur le fait d'afficher un CV entièrement. Pourquoi? Parce que les plateformes de réseaux sociaux proposent aujourd'hui également donc, aux recruteurs des outils de sélection via des mots-clés. Et qu'effectivement, si on met tout son CV, on prend le risque d'être passé au filtre de ces outils et de ne pas être identifié pour un objectif professionnel que l'on vise. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis assez d'accord. Alors, dans le sens où, oui, il ne faut pas dupliquer son CV papier sur les réseaux sociaux. Après, il faut construire son parcours passé, son historique en quelque sorte, de manière assez fine et assez bien structurée pour que les gens puissent justement se repérer, que les recruteurs puissent se repérer dans l'historique. Oui. Alors moi je pense que le recruteur au stade où il va prendre connaissance finalement ou rentrer en contact avec cette personne, ce qui va l'intéresser c'est d'avoir en fait un premier niveau d'information. Et que si on est logique, les personnes vont échanger via des messageries et que ce sera l'occasion pour le futur candidat potentiel de donner plus d'informations sur lui. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il faut donner envie aux recruteurs d'aller jusqu'à lire notre CV. C'est un exercice. C'est une espèce de teasing. Voilà. Voilà, tout à fait. Et je pense que alors pour être concret, on peut donner un exemple. C'est-à-dire qu'on peut prendre sur un site, alors j'ai Viadeo en tête, mais je pense que c'est pareil sur LinkedIn, on a un espace où on peut mettre quelques lignes sur un espace libre en fait. Bio de quelques lignes. Voilà, et là c'est vraiment l'occasion, je trouve, par rapport à un CV qui est assez factuel, d'exprimer peut-être une motivation ou quelque chose, un dynamisme ou quelque chose qui nous ressemble. Ouais, c'est vrai. On peut rajouter par exemple sur LinkedIn la possibilité de mettre les lectures que l'on aime, de pouvoir également publier des PowerPoint thématiques qu'on a appréciées ou que l'on a fait soi-même. Donc je vous donne l'exemple d'une jeune femme que j'accompagne actuellement, qui est une experte de la cosmétique bio. Et j'en ai une autre qui est experte de la nutrition. Et donc je leur ai conseillé de créer donc un SlideShare, un PowerPoint, où elles vont parler de ces thématiques-là. Et du coup, elles vont émerger, puisqu'elles vont se positionner, en tout cas, elles vont montrer leur expertise, et qu'un recruteur sera forcément sensible à cette expertise prouvée au travers de cette communication. Oui, parce que pour que ce soit bien clair, on peut joindre finalement, alors on peut déjà mettre des liens vers son blog perso par exemple, mais on peut aussi intégrer une présentation, un document, PowerPoint. Voilà, donc on a moyen de mettre en avant même des travaux, des réalisations, ce qui a peut-être de l'intérêt dans certains métiers plus que dans d'autres. Encore une fois, on arrive toujours au côté, c'est plus simple quand on est dans le marketing ou dans les choses plutôt design, mettre une sorte de book qui permet de voir ses anciens passés, ses anciens travaux et tout. Ouais, bien sûr. Ça a plus de sens il y a dans le certains marketing métiers où que la finance. ça a tout son sens.
On va prendre une autre question. Alors, comment indiquer quel poste on recherche sur un réseau social? C'est une question de Anne. Alors, comment le mettre en avant peut-être? Alors, moi, personnellement, je ne suis pas. Je sais que certains le préconisent, mais pour afficher très directement la recherche d'emploi sur le réseau, enfin sur son profil. Pourquoi? Parce que il y a quand même une... Attendez, juste pour que ce soit bien clair, vous dites qu'il ne faut pas marquer par exemple en recherche d'emploi, il faut éviter, il faut s'afficher autrement. Pourquoi? Parce que les recruteurs ont tendance à privilégier les personnes en poste. Parce que quelqu'un qui a été en dehors de l'emploi, même quelques mois, peut être apprécié comme pas opérationnel, ce qui n'est pas forcément vrai, et pas vrai souvent. Mais quand même, les recruteurs, et j'ai encore lu récemment sur des plateformes importantes cet élément-là, donc c'est un fait. Et donc je pense qu'il faut plutôt engager les personnes à prendre contact avec soi, en disant voilà, si vous partagez un sujet d'intérêt, une pratique métier ou autre, ou peut-être aussi un loisir, n'hésitez pas à me contacter. Donc ouvrir la porte à la mise en relation, mais ne pas systématiquement afficher le fait qu'on est en recherche d'emploi. Oui, parce que des fois on reçoit comme ça, on voit l'information saute aux yeux en recherche d'emploi. Vous pensez également qu'il ne faut pas afficher ouvertement? Alors je pense qu'il ne faut pas l'afficher de manière publique. Oui. Par contre, une fois qu'on a pris, il faut œuvrer dans le sens de cette recherche, je dirais. Il faut participer à des groupes qui correspondent au projet professionnel, il faut discuter, échanger et assez rapidement exprimer une envie de rencontrer, de dépasser le stade du teaser. D'accord. Et en précisant dans le cadre d'une recherche d'emploi? Oui, ou en mobilité, ou en recherche, etc. D'accord. Alors on va prendre une question de Plamen. Alors sur les réseaux sociaux, comment démasquer ceux qui vous contactent sans avoir ni poste, ni mission à vous proposer, mais juste pour connaître les types de compétences dispo sur le marché, vos expériences passées, les sociétés qui ont des besoins? Donc là, c'est de la part d'une autre personne. Oui. Bien, je dis que c'est difficile de les démasquer. Ouais. Mais théoriquement, dans la logique des réseaux sociaux et du côté collaboratif et participatif d'un réseau, eh bien, une personne qui demande une information, eh bien, on est normalement engagé à lui transmettre si on veut créer une passerelle. Puisque finalement, ce qu'on dit toujours, c'est que dans la logique du réseau, il faut savoir donner pour recevoir. Donc normalement, eh bien, il faut être ouvert à transmettre une information qui reste, on va dire, non confidentielle. Mais je pense qu'il faut la donner. Voilà. Vous voulez ajouter c'est quelque le chose? don contre don, je suis assez d'accord. Voilà, et donc parfois, c'est gagnant-gagnant, hein, Ouais, on reçoit si on donne. Voilà, et à un moment ou un autre, je pense que la dynamique des réseaux fait en sorte que ces personnes-là ne peuvent pas que profiter, à un moment sortiront d'elles-mêmes de par la dynamique de groupe. Mais après, il y a un autre phénomène aussi, c'est qu'on voit de plus en plus de spam. Enfin, on est parfois sollicité, on se demande pourquoi on reçoit cette sollicitation. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui va s'empirer avec le temps? Il y a quand même énormément d'initiatives qui sont pour limiter justement les réseaux sociaux d'entreprise ou pour limiter les emails, pour éviter justement ce genre de spam. Après, c'est le passage toujours où je ne reçois pas de message dans ma boîte mail, mais je vais faire le démarche d'aller chaque jour vérifier ce qui se passe et tout ça. Parce que c'est quand même l'utilisateur même qui utilise le côté notification ou pas, de recevoir ou pas ce genre de message. Oui. Donc c'est un côté simple de recevoir ces messages parce que tout arrive sur la boîte mail. Après, ça a aussi un côté un peu dérangeant du fait que ça peut en générer des volumes assez importants. Donc tout est une question d'usage et d'habitude avec l'outil en fait. D'accord. Je dirais par exemple par rapport au spam, il y a effectivement des personnes qui font la course en fait au nombre de contacts et qui utilisent les messages automatiques pour demander la mise en relation. Donc moi, c'est quoi les messages automatiques? Donc par exemple, je suis en recherche d'emploi, j'identifie le compte d'un recruteur, je vais lui demander de faire partie de mon réseau. Avec le message type de Viadeo. Ah d'accord, vous parlez d'un message type en fait, le même, une sorte de spam. Oui, il y a des gens qui vous spamment. Par exemple, moi il m'est arrivé en une journée de recevoir 30 demandes de mise en relation
qui n'étaient pas justifiées, pas personnalisées. D'accord. Et du coup, je ne sais pas ce que potentiellement je peux faire avec ces personnes, ce qu'elles attendent de moi ou ce qu'elles peuvent m'apporter. Donc dans ce cas-là, moi je recommande, sauf évidemment bien qualifier, que la personne est intéressante et qu'on a, on va dire, la perspective à un moment donné d'être en contact avec elle et de pouvoir échanger, de refuser ce genre de demande automatique non qualifiée. Puisque voilà, le but, c'est pas le volume. Il faut un certain volume Parce qu'il y a pour des avoir un champions réseau. quand même. Il y a des champions avec ça. C'est facile de passer ses journées à... Ça n'a pas tellement d'intérêt. Après, il y a un point culturel où si on travaille avec des entreprises étrangères et plutôt anglo-saxonnes, où systématiquement, passer dans une conférence ou quelque chose, les personnes, moi je me rappelle avoir fait certaines conférences où ils demandaient les profils LinkedIn et systématiquement, dès que les gens rentraient, ils envoyaient un fichier prêt à charger et en gros tout le monde était connecté avec tout le monde. Ah bon? Ouais. Donc, du coup on arrive... Ça c'était en France? Non, c'était aux États-Unis. D'accord. Donc on arrive, on passe la conférence et juste après, hop, on a un pic de 100, 120 personnes et avec un groupe qui vous créé. demande en relation? Ouais, c'est exactement. Ça? Ah oui, d'accord. C'est créé en disant voilà, et avec un groupe créé en disant c'est pour ça. Oui, ça c'est vrai que c'est Donc, culturel. du coup, après, il y a des gens, moi je me souviens avoir fait certaines réunions où je partais de la réunion, j'avais une demande de mise en contact. Voilà, ça c'est vraiment très valable anglo-saxon, dans des ouais, coins bien comme sûr. la Silicon Valley, puisqu'on est sur le salon les jeudis, on parle d'informatique aussi. Voilà, culturellement, le réseautage est dans les gènes. Hein. Donc typiquement, voilà, après une rencontre, quelques heures après, vous recevez une demande de mise en relation. C'est là où ça vidéo pourrait être LinkedIn. intéressant. Mais peut-être, la question c'est est-ce que ça doit être un réflexe des Exactement. candidats en fait? C'est une très bonne Est-ce que question. c'est pas parce que- intéressant ça de se dire tiens j'ai rencontré quelqu'un d'intéressant, je viens de lui parler, c'est tout frais, je lui fais une demande de mise en relation. Alors là, je recommande tout à fait. Et j'irais même pour compléter peut-être l'expérience de Jean-Noël, c'est que les personnes qui étaient là à cette conférence ou à cette réunion, quelque part, ils partageaient déjà un intérêt commun. Exactement. Et du coup, je trouve que là, c'est intéressant pour les personnes en recherche d'emploi ou autres, même quand on n'est pas en recherche d'emploi, quand on fait du réseautage, de justement se connecter très rapidement après la conférence. Après, peut-être l'échange de quelques mots, parce qu'au moins, on sait qu'on partage un centre d'intérêt. Et là, on parle du salon, là, mais c'est la même chose. Pourquoi est-ce que je vais même renverser la tendance en disant pourquoi les recruteurs ou les personnes qui sont présentes sur le salon ici ne donnent pas, en disant ne conseillent pas aux gens qui passent sur leur stand, connectez-vous aux recruteurs sur la personne, venez voir ma page Viadeo LinkedIn d'entreprise et je vais échanger avec vous certaines news sur l'entreprise, Oui, c'est vrai. certaines offres, etc. de manière bien plus. Alors ça se fait dans Peut-être ça d'autres endroits, se fait. commence à- Et là, ça commence voilà, ici c'est- de plus en plus. Mais là, c'est un vrai intérêt. On est passé, là, on voit plein de salons, plein de gens qui passent, ils se connectent directement et ensuite, s'ils sont déjà intéressés par l'entreprise, c'est très simple de suivre ensuite. Et ça crée un lien. Une question de Romy. Est-il prudent de s'exposer sur les réseaux sociaux lorsqu'on est en poste mais qu'on recherche un autre job? Alors là, c'est vraiment, encore une fois, très très culturel. C'est de dire, et on l'a entendu 20 fois, et Marie-Pierre pourra confirmer, ah mais si tu viens de mettre à jour ton profil LinkedIn ou ton profil Viadeo, c'est parce que tu veux aller chercher un poste ailleurs. Non. Alors moi, ma réponse est claire, c'est vraiment non. C'est une attention d'un peu tous les jours, se mettre à jour, d'apprendre aussi un peu tous les jours et du coup de vérifier que ces informations sont bien à jour, pas forcément pour changer d'emploi dans la foulée, mais pour rester en contact avec le marché. Donc est-ce que c'est prudent? Ça va dépendre de votre employeur. Il y a certains employeurs qui n'aiment pas du tout, qui se sentent ça comme un esprit de trahison ou d'abandon. Mais après, je pense que tout le monde, salarié, en demande d'emploi, en poste, tout ça, se doivent de garder une mise à jour et de garder contact avec le marché. On a quand même le droit de rester en veille sur le marché. Bien Et sûr. ce qui est vrai, c'est que c'est pas encore dans les mentalités. D'ailleurs, quand on se fait inviter par son patron sur Viadeo LinkedIn, pendant 2 secondes, on se dit tiens, est-ce que j'ai intérêt Voilà. à l'accepter Voilà, et tout ça est pas encore très clair dans l'esprit des gens. Hein. Alors je pense que le réseautage et notamment la présence sur les réseaux sociaux apporte aussi c'est un outil de veille dans son métier, dans son secteur d'activité. Et que c'est un élément qui peut être argumenté auprès de son employeur en disant voilà, si je suis présent sur les réseaux sociaux, c'est aussi pour développer de la formation, faire des apprentissages au contact d'autres personnes
Et ça n'est pas forcément parce qu'on est en recherche d'emploi passive à la fenêtre, comme on dit, qu'on est présent sur les réseaux sociaux. Je crois qu'il faut revenir vraiment à l'objectif premier de la présence dans un réseau. C'est finalement de développer des liens, des relations qui sont utiles à différents objectifs, dont la recherche d'emploi, mais pas que. Juste pour conclure, ça fait partie de l'identité numérique, de l'e-réputation comme on peut en parler, d'une personne. On poste encore une fois, on poste ou pas. C'est vraiment quelque chose de global. Alors on va prendre une autre question. Alors j'en ai beaucoup. Donc Caroline demande qu'est-ce que la e-réputation justement? La e-réputation, c'est l'ensemble des informations que l'on peut trouver sur Internet sur une personne. C'est l'identité numérique d'une personne. Au-delà de l'identité, c'est finalement ce que les gens pensent de cette personne. Alors ça peut être au travers des recommandations, comme l'a dit Jean-Noël, mais c'est aussi à travers les interactions, la façon dont on répond, le contenu qu'on va poster sur les réseaux sociaux peuvent finalement teinter notre profil, notre identité numérique et nous donner une certaine réputation. Donc on pourrait dire que autant l'identité, on doit la construire, et bien la réputation ou l'irréputation, on doit essayer de la gérer parce que parfois on peut peut-être donner une image qui n'est pas vraiment la nôtre au travers à la fois de ce qu'on a posté ou ce que les gens disent de nous. Alors ça c'est un sujet crucial. Oui. Comment on surveille sa réputation? Est-ce que finalement tout le monde est bien armé face à ça? Parce qu'on voit un peu tous les comportements. Alors non. Quels sont les conseils concrètement que vous donnez aux candidats? Alors de façon très simple, je crois que tout le monde le dit, c'est d'aller sur Google, de taper son nom et de voir finalement les premiers éléments qui ressortent, que ce soit son profil sur un réseau social, copain d'avant, Viadeo, LinkedIn. Alors si on est en recherche d'emploi, il vaut mieux que ce soit Viadeo, LinkedIn ou un profil en tout cas professionnel qui ressorte. On peut être aussi identifié à partir de ses centres d'intérêt. Si par exemple on fait du vélo, on peut ressortir en premier lieu sur Google au travers de son club cycliste ou autre. Donc voilà, Google permet d'avoir une première idée. Et puis ensuite, il y a effectivement des outils qui aujourd'hui sont de plus en plus nombreux pour aider les individus à mieux percevoir leur réputation. Je pense à des outils comme YouSeeMe ou des pages web de type Alias qui a été créé par Asian Job et qui permet finalement d'agréger toutes les présences en ligne. Alias faisant lui le travail de référencement. Il y a également les CV de YouBuzz. Si je fais mon CV de YouBuzz qui est plus qu'un CV, puisqu'on peut mettre, comme on le disait tout à l'heure, des sorte vidéos de CV nouvelle génération enrichi, page web, qui présente l'avantage d'être extrêmement bien référencé par Google. Exactement. Donc si par exemple c'est mon CV de YouBuzz qui sort en premier sur les résultats Google, ben c'est une bonne chose par rapport à une recherche d'emploi. D'accord. Sur la e-réputation, vous voulez rajouter quelque chose? Moi, je vais rajouter un conseil de bon sens. Quand on était petit, on nous disait toujours de tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Sur Internet, c'est un peu la même chose. Il faut tourner 7 fois ses doigts sur son clavier avant de poster quelque chose. Ça va surtout pour les plus jeunes. Tout ce qui est photo, tout ce qui est commentaires, tout ce qui est participation. Oui, il faut participer. Oui, on peut poster des photos, on peut poster plein de choses. Réfléchir à quel impact ça peut avoir parce que Google garde tout en mémoire. Donc il y a des traces sur tout. Voilà, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc là, je trouve que la question porte plus à la limite sur Facebook, parce que sur LinkedIn ou Viadeo, on met un peu moins, on met pas des photos de ses vacances ou de ses soirées. Alors sur Viadeo, il y a parfois, plus que sur LinkedIn, des comportements un peu agressifs ou quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un. Moi j'ai déjà vu. Ah oui, d'accord. Alors là, on parle plus de photos, mais... Non. Donc là, c'est une mauvaise réputation, ou en tout cas une mauvaise image que l'on donne, parfois de l'agressivité, un manque d'ouverture. Alors ça, c'est extrêmement intéressant, c'est qu'au-delà des photos, il faut surveiller un petit peu tout ce qui est le ton, son style, complètement, sa communication. Même les règles de politesse. Exactement. Mais on ne s'improvise pas, pardon. Il y a des professionnels qui s'occupent de gérer l'e-réputation des marques ou des candidats ou des personnes. Donc on ne s'improvise pas à tout savoir.
on a appris à écrire sur du papier, on devrait également apprendre à écrire sur le web. Enfin, ça a vraiment du sens, on n'utilise pas les mêmes styles, la même façon, chaque chose peut être mal perçue. Donc il faut apprendre à écrire également, apprendre à s'exprimer, avoir un ton poli, avoir créé un style pour le web. Et sur Facebook, par exemple, donc c'est un sujet à part entière, on pourrait tenir un chat sur la question. Oui. Je suis en recherche d'emploi. Qu'est-ce que je dois éviter sur Facebook Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent se retourner contre moi? Alors déjà, moi, je recommande de créer un Facebook perso et un Facebook pro, de manière à, au niveau des contacts, bien séparer, on va dire, les sphères personnelles et professionnelles. Alors, de quelle manière vous faites allusion à comment on se crée un Facebook professionnel en fait? Bien, je vais peut-être m'appeler NP Fleury sur mon côté personnel, et je vais peut-être m'appeler Marie-Pierre Fleury sur mon profil pro. Donc déjà 2 profils avec 2 noms bien séparés. Et du coup des contacts qui sont de nature différente et avec lesquels je vais finalement nuancer. Si d'un côté j'ai ma famille et mes amis, je peux me laisser aller, on va dire, à un langage familier. Si sur l'autre profil, je suis là pour des raisons professionnelles, je vais orienter finalement ma prise de parole autour de thématiques professionnelles, sur mes compétences, sur les domaines d'expertise, mon secteur d'activité. On rejoint une question de Stéphane. Est-ce que Facebook sert à la recherche d'emploi? Là, je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire, parce que ça bouge en ce moment. Ouais, beaucoup. Je suis beaucoup plus mitigé sur ce point. C'est un des points où on n'est pas tout à fait d'accord avec Marie-Pierre sur cette schizophrénie pro-perso. Je pense qu'il faut faire attention de manière globale. Aujourd'hui, Facebook a lancé, il y a des applications tiers qui utilisent Facebook pour leur rencontre, qui s'appelle Branch Out. Apply for Job. Exactement. Work for Labs. Même Monster, Monster a sorti aussi. Voilà, il y a beaucoup de choses. Dans tous les cas, ces applications tiers n'utilisent que certains morceaux, certaines informations du profil. Ensuite, moi je regarderai toujours, il faut faire attention tout le temps. Perso, il faut plutôt fermer certaines choses plutôt que d'ouvrir sur les deux. Et ensuite, c'est vraiment quelque chose qui est en pleine construction, cet usage de Facebook pour le travail, pour rechercher un emploi. Aujourd'hui, on va plutôt sur Facebook, pour ma part, ce que je vois, on va plutôt sur Facebook pour chercher des informations, sur les entreprises qu'on souhaite toucher. Et ensuite, on reporte, et c'est la recherche va être plus active avec des réseaux professionnels type Viadeo et LinkedIn. D'accord. Alors, on va prendre une autre question. Comment trouver les offres d'emploi sur les réseaux sociaux? Parce que finalement, c'est vrai que quand on arrive sur Viadeo ou LinkedIn, très honnêtement, les offres d'emploi, elles ne sautent pas aux yeux. Voilà. C'est une question de Virginie. Alors je dirais qu'il y a 2 façons, les offres d'emploi sont communiquées de 2 façons finalement. Soit c'est une annonce d'emploi, d'offre d'emploi comme on l'a connue sur des job boards, soit ce sont les personnes de l'entreprise qui lancent finalement une communication autour de la recherche d'un collaborateur. Et donc bien évidemment qu'il y a les outils en ligne qui permettent donc pour les offres classiques d'emploi de les identifier. Et ensuite, c'est à travers la qualité du réseau que l'on a construit, relationnel, qu'on peut capter peut-être ce qu'on a appelé avant le marché caché de l'emploi. Des opportunités. Voilà, des opportunités. Voilà. Mais là, pour dire vraiment où trouver les offres, c'est-à-dire qui ont une forme d'annonce. Là, ça oblige, je dirais, le candidat à passer d'un état passif où je recevais mes offres par mon journal papier, par exemple, et je voyais toutes les offres, à aller chercher sur les entreprises qui l'intéressent, la page carrière ou les offres postées par l'entreprise. Donc ça c'est intéressant. Il faut aujourd'hui se dire voilà, tel employeur m'intéresse. Déjà, réflexe, je regarde en faisant une recherche par société. Exactement. Si on trouve cette entreprise et à partir de là, souvent on voit une diffusion, une liste des offres disponibles. Oui. À l'exception de Twitter. Qui a effectivement on n'a pas parlé de Twitter encore. Exactement. Exact. Alors que ça tweet partout autour de nous. Mais... Donc Twitter, effectivement, les recruteurs affichent les offres d'emploi
avec en général le hashtag, donc le dièse emploi. Et pour les plus précautionneux, ils précisent marketing, finance, Ou CDI, informatique, CDD. D'accord. Java, PHP ou autre. Et donc c'est grâce finalement aux mots-clés sur Twitter qu'on va pouvoir repérer les annonces d'emploi. L'avantage Question de de Twitter, Virginie, c'est justement, temps sur réel. Twitter. Est-ce que ça marche? Alors, Ça marche enfin, Twitter? Ça marche dans tous les secteurs? Donc, Parce que c'est très utilisé dans certains secteurs, mais c'est pas non plus, ça n'a pas la notoriété de Facebook. alors, Quoique, j'ouvre un débat, mais non, alors, tout cas, factuellement, il y a termes bien moins de d'utilisateurs. personnes. Ouais. Il y a bien moins de Termes personnes d'utilisateurs. sur Twitter que sur Facebook à une échelle mondiale. Ensuite, encore une fois, les gens qui sont sur Twitter sont majoritairement des gens dans le marketing, dans la communication, le design, etc. Donc aujourd'hui, ça crée une concentration. Moi, j'ai plusieurs exemples dans les gens proches qui ont trouvé leur job via Twitter. Et du coup, il y a des demandes faites, et justement parce que ça crée un réseau un peu plus concentré, donc on connaît très vite des gens qui connaissent une personne. D'accord. Et du coup, le principe de la C'est une recommandation traînée de marche poudre, beaucoup hein. plus. Exactement. C'est une caisse de résonance bien plus importante, beaucoup plus explosive, et on peut toucher vraiment les bonnes personnes. En disant, tiens, je connais parle à telle personne, il connaît vraiment très bien ce sujet, ou il connaît quelqu'un qui va trouver. Et ça marche très rapidement. Pas sur tout, encore une fois, là pour le coup, pas sur tous les jobs, mais sur certaines recherches très particulières. Et je vais parler de tout ce qui est web marketing, e-réputation, community manager, Ouais, RH. là, vous parlez effectivement finance. de tous les métiers du web, Ouais, exactement. mais au sens large, Oui. web marketing, e-commerce. Ouais. Et là, il y a Non, mais vraiment les beaucoup de ressources termes humaines, le Ouais. contrôle, gestion, la finance sont des métiers aussi qui sont en train de qui d'éclore peuvent- sur, voilà, sur Twitter. exactement. D'accord. Alors on va prendre une autre Juste question. Oui. Juste peut-être pour préciser, c'est que le gros avantage de Twitter, c'est que les offres d'emploi sont fraîches par rapport à d'autres sites. Et ça, c'est un Personnalité. point important Ouais. pour D'accord. les Et personnes en recherche encore on peut d'emploi. penser que c'est assez frais sur les réseaux sociaux en fait. Et les profils sont un peu plus Enfin, je un peu parle plus des frais, mais annonces. non, c'est pas un réflexe. Ouais. C'est pas un Ouais. réflexe de mettre à jour son profil. Bah, je vous retourne la question. La dernière fois que vous avez mis à jour votre profil, Le piège. Je vais dire, ça fait peut-être 2 mois. voilà. Ouais. Effectivement. On va consulter, mais on va pas forcément mettre à jour certaines choses. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est pas un réflexe. J'ai l'impression que ça l'est un peu plus que sur un site d'emploi, mais Pas forcément. où les CV, même les CV tech sont pas forcément. Ça dépend vraiment ont pas des personnes, des ouais. informations très Ouais. fraîches. Donc Mais là, ouais, on là, parlait c'est différent. des Là, on parle annonces. des CV, mais là, sur les annonces, ouais. Voilà, sur les annonces Twitter, c'est du mode L'instant. instantané, Ouais. synchrone, également pour l'échange. C'est-à-dire, comme le Mm. disait Jean-Noël, l'information va circuler très très vite. Question de Jérôme intéressante. Quelle différence entre LinkedIn et Viadeo? Alors, la différence dans un premier temps vient avant tout des personnes qu'on peut trouver sur le réseau. Enfin, les deux offrent plus ou moins les mêmes fonctionnalités. LinkedIn est plutôt aujourd'hui basé sur une langue anglaise avec beaucoup plus de personnes étrangères. Donc pour les gens qui ont une visée d'une carrière internationale ou avec des grands groupes, ils vont plutôt aller sur LinkedIn. Aujourd'hui sur le marché français, Viadeo est très très présent. Ça, c'est ce qu'on disait au début et ça reste C'est toujours vrai. hein. Ouais, c'est D'accord. toujours vrai. Aujourd'hui, il y a des efforts de LinkedIn qui est en train de grandir. Idem et en parallèle, Viadeo est en train de grandir à l'étranger. Oui. Donc à un moment, on va bien arriver à des choses qui vont se recouper. Mais aujourd'hui, si on vise un marché français et après selon le type de poste, selon le type d'entreprise, on ne va pas avoir les mêmes personnes sur l'un ou sur l'autre. Les gens peuvent recouper, mais il y a une vraie similitude. Et alors, votre conseil, est-ce que c'est d'être présent sur les 2 réseaux sociaux ou est-ce qu'au bout d'un moment, est-ce qu'on a le temps d'entretenir hein, c'est un investissement. Ouais. Si on fait ça bien, ça prend beaucoup de temps. Alors Il faut être sur les effectivement, deux. moi je conseille aux personnes déjà qui démarrent de se concentrer sur un réseau social et de développer une jolie visibilité et de développer un réseau qualitatif, utile pour leur recherche d'emploi ou également par rapport à leurs compétences, donc la partie veille dont je parlais tout à l'heure. Et je dirais qu'il est difficile d'entretenir une présence de qualité quand on travaille, même quand on est en recherche d'emploi,
sur LinkedIn et Viadeo, mais aussi on pourrait parler d'autres réseaux spécialisés. Et Alors donc, c'était une question là, je l'ai vu en passant. voilà. Sur Donc les par réseaux. rapport au réseau généraliste, je dirais d'en choisir un. Et ensuite de développer peut-être une présence sur des réseaux de niche. Voilà. D'accord. Vous souhaitez ajouter quelque chose ou... Non. D'accord. non, je dirais qu'il faut, et c'est important de, après, non, je comprends tout à fait Marie-Pierre, et enfin, c'est vraiment les bases. Après, je pense qu'il faut assez rapidement être sur les deux parce qu'on ne va pas toucher les mêmes personnes. Je vais insister sur le fait de bien prendre la parole sur les groupes donc de LinkedIn ou les hubs de Viadeo pour Alors, justement voilà. créer cette e-réputation en quelque sorte et pour créer l'échange, la légitimité à prendre la parole sur un sujet. Alors il y a des questions dans ce sens. Comment utiliser un hub? Alors on peut traduire, hein, c'est tout simplement un groupe de Ouais. discussion. Il suffit de s'inscrire. Certains sont à accès privatif. Exactement. D'autres sont ouverts à tous. Voilà. Comment, dans l'optique d'une recherche d'emploi, il faut s'afficher là-dedans et Alors, faut avoir déjà, des choses à il y a- raconter quand même. Il y a déjà des moteurs de recherche donc, sur les réseaux sociaux qui permettent d'identifier des groupes par thème, par secteur, par fonction, qui peuvent être intéressants. Donc on est quand même toujours dans les réseaux sociaux dans une logique d'expérimentation. Donc on va peut-être s'inscrire dans un groupe, on va regarder et participer, voir finalement s'il est vivant, s'il nous apporte quelque chose. Et donc là c'est expérimental et effectivement on peut y trouver beaucoup. Ou constater développer, après quelques afficher, semaines, mois, oui. qu'il n'est pas très actif. D'accord. Donc à ce moment-là, on peut se reporter et refaire un apprentissage avec d'autres groupes. Donc là on échange en fait, hein, on participe à des échanges. Voilà, alors on peut faire plusieurs choses en fait. On peut aussi donner son avis sur une discussion qui a été engagée par quelqu'un d'autre. On peut également publier des éléments de sa veille qui peuvent intéresser des personnes de ce groupe. Et on peut également soi-même poser une question, demander peut-être un avis, une information, sans forcément poster un grand contenu. J'ajouterais un point, c'est qu'on peut aussi surtout repérer des contacts qui ont Tout à fait. les mêmes centres d'intérêt que vous, qui font partie d'une communauté. Oui, mais Et à partir de là, entrer en relation avec eux. pour les repérer, il faut interagir dans le groupe. Puisque finalement, si on ne crée pas des occasions d'échanger, on ne peut pas valider que ce contact est intéressant ou pas. Il faut aussi observer. Finalement, il y a beaucoup d'écoute par rapport à un support écrit finalement. Alors, une autre question de Bertrand. Existe-t-il des réseaux sociaux spécialisés selon les secteurs d'activité? Oui, il en existe. De plus en plus, hein, j'ai l'impression. Exactement. Enfin, il existe des choses spécialisées sur la finance d'ailleurs. Ou sur le marketing ou sur d'autres domaines, sur les industriels. Après, on en revient encore sur les groupes. Il existe des groupes dédiés sur des secteurs encore plus restreints et vraiment dans des entreprises qui font des sous-parties ou des sous-départements qui acceptent d'échanger, ensuite qui ouvrent en quelque sorte ou qui donnent l'accès à des gens qui veulent apporter du savoir sur ces choses-là. Ou des populations cibles comme les étudiants. Ouais, exactement. Voilà, Qu'est-ce qu'on voit d'autre comme alors, il y réseaux a sociaux les de seniors. niche? Les seniors? Ouais, les seniors, on commence à avoir leur donc, propre il réseau. y a effectivement un petit peu par l'âge. Ouais. Les D'accord. seniors, les étudiants, les jeunes diplômés. Ouais. Des sites comme Youpi, comme Wizby pour les plus jeunes. Il y a également beaucoup de réseaux finalement par métier. Par exemple, les secrétaires, les assistantes D'accord. ont aussi leurs réseaux sociaux. Et je recommanderais également aux personnes en recherche d'emploi de ne pas négliger les réseaux sociaux qui portent plus sur les loisirs ou les centres d'intérêt et qui peuvent être également, pour la recherche d'emploi, utiles par rapport à un relais simplement d'information. Je parlais tout à l'heure de cyclisme. Un passionné de cyclisme peut être aussi bien un PDG, un DRH, un recruteur que quelqu'un en recherche d'emploi. C'est un autre biais pour accéder Tout à fait. à de potentiels recruteurs, employeurs. Ouais, on parle toujours, il y a deux types de liens. Il y a les liens forts, c'est les liens qu'on peut appeler ou directs, où c'est les personnes dont on a le numéro, tout ça. Et en fait, ce qu'il faut cultiver, c'est ces liens faibles. C'est les gens que l'on connaît bien, que les autres peuvent appeler. Du coup, c'est ce deuxième niveau. Et c'est ces gens-là qui peuvent nous amener des offres, des nouvelles offres, des nouveaux jobs et ainsi de suite. D'accord.
Alors, une question de Julie, quelles sont les limites des réseaux sociaux? C'est vrai qu'on a parlé de plein de choses intéressantes. Est-ce qu'il y a des... est-ce qu'il y a des... Alors, Bien, la limite, c'est finalement celle qu'on peut se créer soi-même en ayant une identité, une visibilité qui ne soit pas de qualité. À partir de là, la vigilance dont parlaient Jean-Noël et Denise, mais il faut dire que les réseaux sociaux sont quand même des outils extraordinaires pour développer des contacts professionnels que tout un chacun aurait eu du mal à acquérir dans la vie réelle, parce qu'on peut échanger avec un Chinois, un Canadien ou un Français Et surtout, de l'autre bout de la France, au départ sans le connaître, par un centre d'intérêt, par finalement une idée partagée ou un billet de blog. Et surtout, ce sont des outils qui facilitent la mise en contact, mais on se rencontre dans la vraie vie. Il ne faut pas croire qu'il n'y ait pas de... Et dans certaines communautés, alors je parle par exemple des gens du web, dans le monde de l'Internet, on se rencontre énormément. Ces outils-là n'ont pas tué le contact humain, au contraire. Et c'est important vraiment de le signaler, parce qu'on a toujours l'impression, que les gens sont derrière un écran et il n'y a rien d'autre. Donc ils se rencontrent. Mais aujourd'hui, il y a énormément d'événements ou de rencontres proposées où les réseaux sociaux sont simplement le pont entre justement ce virtuel et ce réel. Et que ce soit tant pour les entreprises qu'entre utilisateurs, qu'entre passionnés de quelque chose. Et tout ce qu'il y a. On voit beaucoup éclore justement, et je rebondis sur ce que disait Marie-Pierre, sur ces groupes de passionnés qui décident de se rencontrer pour créer quelque chose, pour un événement. Et les événements grossissent, etc. Je vais prendre sur les RH. Aujourd'hui, il y a eu un petit groupe, vous savez, de personnes sur Paris s'est réuni en disant on va faire des apéros RH. Et aujourd'hui, ces apéros RH sont présents dans 8 villes de France et 3 villes à l'international. Voilà, toujours sur le même principe, et en rencontre informelle, on discute et du coup les choses s'étendent, les gens discutent, échangent des bonnes pratiques, échangent des expériences et tout doucement grossissent, parce que ces gens ont besoin, on a besoin du réel pour, valider une rencontre virtuelle. Alors on va prendre une autre question. Est-il important d'avoir des recommandations sur son profil LinkedIn ou Viadeo, se demande Julie. Oui, bien sûr. C'est important d'avoir des personnes de confiance qui s'expriment finalement sur qui vous êtes, ce que vous avez fait avec eux, etc. On peut rappeler peut-être ce que sont les recommandations sur ces sites? Alors les recommandations, ce sont finalement des personnes qui vous connaissent, avec qui vous avez travaillé dans des relations assez diverses, un hiérarchique ou un collègue, et qui vont finalement exprimer comment ils ont vécu leur collaboration avec vous. Alors l'important, c'est de ne pas faire des recommandations bisounours ou de complaisance évidente. Il faut rester dans le ton professionnel. Et il faut que, même si votre collègue est un ami, eh bien, il sache que cette publication va être lue par un certain nombre de personnes et qu'il faut rester effectivement orienté vers la sphère professionnelle, vers l'objectif professionnel. C'est pas tout à fait rentré dans les mentalités, mais peut-être que ça pourrait contribuer à développer ce système sur LinkedIn, ça marche très bien, elles sont quand même plutôt de bonne qualité. Alors je vais ajouter 2 points. Un, les recommandations. Un profil avec des recommandations va sortir plus vite et plus rapidement dans les moteurs de recherche. D'accord. C'est un vrai facteur d'accélération de référencement. De visibilité. Exactement, ce qui n'est pas négligé. Et 2, je vais faire le rapport avec la vie réelle. Moi, quand j'ai commencé mon cabinet, mon patron m'a recommandé auprès de ses camarades RH et ça a facilité grandement. Quand quelqu'un prend son téléphone en disant ce serait bien que tu rencontres telle personne, dans la vie réelle, ça marche beaucoup mieux. Sur LinkedIn, sur Viadeo, ça marche de la même façon. Voilà, à condition, et vous avez raison d'insister, que ce soit bien fait, parce que 2-3 lignes élogieuses mais complètement banales qui disent rien de très personnalisé, moi je trouve que ça peut même desservir un profil. Vous avez tout à fait raison, il faut rester effectivement sur un contenu utile pour la personne par rapport à sa relation professionnelle ou sa recherche d'emploi. Et spécifique. Et spécifique, bien sûr. Oui. Question de Pierre, a-t-on des statistiques sur les personnes qui trouvent un emploi grâce au réseau?
Alors, je dirais que non, on n'a pas vraiment de statistiques. Il y a des évaluations, il y a eu des études, des enquêtes, des sondages. Les chiffres qui courent sont entre 2 et 5%, plus aux États-Unis. Mais en fait, je dirais que finalement la problématique des chiffres n'existe pas parce qu'on ne se fait pas recruter sur un réseau social de la même façon qu'on ne fait pas dans la vraie vie directement recruter par son réseau. C'est un facilitateur, c'est un média pour pouvoir identifier de l'information utile pour sa recherche d'emploi, pour pouvoir identifier un contact ou pouvoir identifier une personne prescriptrice d'une opportunité. Mais il n'y a pas véritablement de recrutement direct. C'est une mise en relation. Question de Stéphanie, faut-il prendre l'abonnement payant de ces sites? Alors là, on ne vous demande pas de faire de la pub pour LinkedIn ou Viadeo, mais simplement, est-ce que vous connaissez certainement, vous avez certainement pris un abonnement payant, est-ce qu'il y a un vrai plus? Et notamment dans le cadre d'une recherche d'emploi, on s'entend pour développer son réseau, etc. Moi, pour être... je dirais qu'en tant que candidat, non. En tant qu'un recruteur passe sur un mode payant parce qu'il a des recherches à faire ou des gens à contacter, ça a vraiment d'intérêt. Après, d'un point de vue personnel, l'abonnement payant permet juste d'envoyer plus de messages, si j'ai bonne mémoire, d'envoyer plus de messages privés en quelque sorte, donc, comme des mails via LinkedIn ou via Viadeo. Aujourd'hui, alors les gens qui ont besoin de faire ces messages privés, on peut contrebalancer ce besoin en allant plutôt interagir dans les groupes et les hubs, plutôt d'envoyer des messages privés qui ressemblent simplement à un mail classique. Moi, je déconseillerais dans un premier temps, parce qu'il vaut mieux apprendre à marcher avant de savoir courir. Donc, habituez-vous d'abord avec l'offre gratuite qui est déjà assez riche, offre beaucoup de possibilités, avant de passer à quelque chose de payant. Oui, parce que ce qu'on retient, c'est que c'est effectivement, ça s'apprend en fait. Utiliser les réseaux sociaux, c'est un apprentissage. D'ailleurs, on voit apparaître sur le marché des premières formations sur ce point. On éduque les candidats et les recruteurs sur ce sujet. Tout à fait, notamment sur notre plateforme, sur ID Carrières, que ce soit des personnes qui vont créer leur profil pour la première fois ou des personnes qui se demandent comment finalement animer leur présence en ligne. D'accord. Et donc on les conseille, oui. Bah écoutez, je pense qu'on a déjà contribué à donner quelques informations pratiques aux candidats. Je vous remercie beaucoup pour vos réponses. Merci à vous. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci pour toutes vos questions. On se retrouve très bientôt pour la prochaine édition de la Semaine pour l'emploi. Bonne recherche, à bientôt.